sans faiblesse ni vanité. Cette devise figure sur le blason du château Saint-Antoine à Marseille, le château qui a inspiré Marcel Pagnol pour le château de ma mère. Guillaume Milot a procédé à sa rénovation. Il nous raconte comment ce projet impossible a été mené. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir? Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thibaut Viel, entrepreneur, consultant, formateur, expert en management d'équipe, de projets et de contrats. Je vous accompagne depuis plus de 25 ans dans la réalisation de vos projets. Et j'ai lancé le programme Crée ton manager avec IOTL. Bonjour Guillaume. Bonjour Thibaut. Bonjour, merci beaucoup d'être avec moi sur Scène de Management. Alors, je vais un petit peu te présenter pour nos auditeurs, hein. Donc, Guillaume Milot, tu es expert en réhabilitation de bâtiments. Alors, tu nous en parleras un petit peu plus, je pense, hein. Et notamment, il y a de très très belles réalisations sur des bâtiments anciens, y compris avec des notions de patrimoine et d'histoire assez incroyables. Et tu es également auteur, parce que tu as fait un livre sur le sujet, puisque tu milites assez fortement pour privilégier la réhabilitation des bâtiments aux constructions neuves. Et tu nous expliqueras aussi ce qui t'a amené à cette démarche. Et tu es également chroniqueur radio, donc plein de casquettes euh, euh, dans ton panel. Écoute, est-ce que tu peux déjà nous en dire un petit peu plus sur tes activités du coup? Alors, du coup, tu l'as dit, je m'appelle Guillaume Milot. Je poursuis une mission particulière qui est effectivement de promouvoir la réhabilitation de bâtiments et particulièrement des bâtiments anciens, parce que tu as dit que j'étais expert en réhabilitation de bâtiments, mais c'est vraiment la particularité du bâtiment ancien, c'est-à-dire tous les bâtiments construits avant 1948, avant-guerre, qui ont été construits donc avec des techniques artisanales et des matériaux naturels comme la pierre et le bois. Donc je poursuis vraiment cette mission de promouvoir les pratiques de la réhabilitation, de la rénovation pour transmettre le patrimoine aux générations futures tout en contribuant à protéger les ressources de la planète. Alors c'est une mission qui s'appuie vraiment sur deux piliers. Un premier Mhm. pilier qui est une notion de legs, de transmission. Je suis fasciné par ça depuis que je suis tout petit. J'aime à dire que quand on réhabite un bâtiment, on accueille dans le présent le cadeau des anciens, on participe à sa modernisation et on le transmet ensuite aux générations futures. On devient ce que j'appelle dans mon livre d'ailleurs des passeurs de temps. Donc ça, cette notion de passage de relais, de transmission, quelque chose qui me fascine dans mon quotidien. Et puis le deuxième pilier, c'est le pilier de l'environnement, de la protection de l'environnement, puisque quand on rénove un bâtiment, on conserve sa structure existante et par là même, on consomme beaucoup moins de ressources pour construire des lieux de vie. Et donc ça, c'est tout à fait vertueux d'un point de vue environnemental. Voilà. Et- Alors dans mon quotidien, j'ai un cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc j'accompagne des donneurs d'ordre, ce qu'on appelle en France les maîtres d'ouvrage, qui soient propriétaires, promoteurs, enfin quel que soit le profil, et je les accompagne dans la réhabilitation de leur patrimoine, de la phase conception jusqu'à la réception clé en main. Et particulièrement, j'ai développé des compétences dans le diagnostic, dans l'audit des biens, dans la préconisation des travaux et dans l'estimation des coûts. Donc, je parcours la France sur des patrimoines divers et variés et je viens en aide aux propriétaires pour leur dire spécifiquement sur leur patrimoine ancien comment rénover en préservant le caractère ancien du patrimoine. Et puis, j'estime les travaux et on développe ensemble des stratégies de rénovation. J'ai également donc écrit le livre, comme tu l'as dit tout à l'heure, Comment réhabiliter votre bien immobilier, dans lequel je délivre ma méthode en 10 étapes, hein, pour oui. piloter et manager des opérations, plutôt de grosses opérations de réhabilitation. Et puis, je suis chroniqueur sur le thème de l'énergie, de l'urbanisme, tous les mardis en direct d'une radio. Voilà, c'est un Eh thème bien, qui me bravo. passionne. Bravo, bravo. Alors, je te rappelle le principe du podcast, hein. C'est donc une histoire que tu as vécue, Ouais. quelque chose, un moment qui t'a fait réfléchir, évoluer dans ta manière d'aborder ta profession,
ce qui t'anime, et notamment avec des sujets liés au management, alors qu'il s'agisse de management de projet, qu'il s'agisse de plein, voilà, les différentes facettes au management. Et je sais que tu voulais nous partager des choses bah, qui remontent à un moment. Ouais. Alors j'en ai même deux particuliers. Le premier remonte plus à l'adolescence. En fait, c'est mon grand-père qui était photographe de métier au Centre d'études techniques de la Méditerranée à Nice. Donc à une époque où il n'y avait pas d'appareil numérique, il n'y avait pas de téléphone portable. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on va sur un chantier, c'est extrêmement facile. On sort le téléphone, on documente. À l'époque, ça n'existait pas. Donc les bureaux d'études et les entreprises avaient des photographes professionnels. Et donc, dès que j'ai commencé à marcher tout petit, j'avais vraiment une relation très forte avec mon grand-père et il m'a amené sur les chantiers de construction qu'il photographiait. Et c'est là où j'ai commencé à développer vraiment une fascination pour le bâtiment, la construction, les engins, les grues. J'étais passionné par les engins de terrassement à l'époque, hein, comme tous les gamins. Et puis, il y a un jour en particulier qui a déclenché vraiment la vocation. Et j'ai su que ce jour-là, en fait, je ferais ce métier toute ma vie. On était dans la gare souterraine de Monaco, je ne sais pas si tu la connais, Mhm. au moment donc de sa construction, et on était allé photographier la cavité, donc il y avait un creusement de tunnel, et on est arrivé un jour, tout à fait par hasard, sur un événement, sur un tir d'explosif. Donc on ne le savait pas forcément au départ, mon grand-père a commencé à faire des photos, et puis au bout d'une heure, on s'est retrouvé confiné à l'intérieur d'un véhicule de service en attendant le tir. Et donc là, il y a eu un décompte à l'extérieur, il y a eu une espèce d'énorme déflagration, hein, ça a fait complètement trembler le rocher de la principauté, comme un gros tremblement de terre, un énorme nuage de poussière dans la cavité, les gros aspirateurs qui pendant une heure ont ensuite purifié l'air. Et donc ce jour-là, précisément, j'étais ado et j'ai ressenti un mélange de peur, de fascination, d'excitation. Et ça a déclenché en moi, je me suis dit, mais en fait, je veux participer à de grandes choses, je veux faire comme ces hommes et ces femmes, construire l'impossible. Et ça a finalement déclenché bah, tout ce qui s'est passé derrière et ce qui a conduit à ce que je suis devenu aujourd'hui. Et j'ai vraiment compris à ce moment-là que je voulais vraiment travailler dans la construction. La particularité de la construction, c'est que quand on réalise quelque chose en équipe, ben, c'est quelque chose qui reste. C'est quelque chose qui marque une histoire, qui marque une ville, un pays. On crée des lieux de vie et ça, je trouve ça vraiment fascinant de pouvoir être finalement le constructeur aux côtés d'hommes et de femmes. Parce que c'est toujours un travail d'équipe, hein. Et la particularité en plus des métiers de la construction, c'est que il y a des cultures extrêmement différentes, hein. On peut trouver des cultures maghrébines, on peut trouver des Portugais, on peut trouver des équipes de Polonais. Et finalement, c'est tous ces gens-là, avec leur culture, avec leur savoir-faire, qui se retrouvent à un moment donné. Et je trouve que finalement, c'est le chantier de construction est le reflet de la société, du vivre ensemble. J'ai trouvé ces notions de vivre ensemble sur les chantiers. Je le retrouve encore au quotidien et ça, je trouve ça vraiment assez extraordinaire que le cadre puisse échanger avec l'ouvrier de manière permanente pour finalement un objectif commun qui est de livrer un ouvrage et de restituer ensuite cet ouvrage, ben, que ce soit à un public, que ce soit à des propriétaires, que ce soit à des clients. Voilà. Donc une Donc ça, vocation, c'était oui, une la vocation très première. précoce. Voilà. Bah oui, puisque dès l'âge de 14 ans, en fait, la particularité, c'est que j'ai un parcours assez atypique, puisque à 14 ans, je suis rentré dans une filière technique du bâtiment, dans un lycée technique à Antibes. Mhm. Et à l'époque, je voulais pas faire trop d'études. Je me suis dit, non, je vais apprendre un métier avec mes mains. Et donc, j'ai passé un BEP CAP coffreur-boiseur. D'accord. Euh, et puis ensuite, j'avais des capacités, voilà, j'avais des facilités. Donc, j'ai pu poursuivre sur un brevet de technicien, qui est le diplôme du chef de chantier, encadrement de chantier. Et puis, je suis allé ensuite en brevet de technicien supérieur pour faire du travaux publics, parce que je voulais avoir un scope 360 sur la Mhm. construction. Et puis, j'ai eu l'opportunité ensuite d'aller dans une école d'ingénieur. Donc, je suis vraiment parti de la base, de l'apprentissage d'un métier manuel. Et puis, progressivement, je me suis élevé. J'ai pu avoir l'opportunité, bien évidemment, de poursuivre des études, parce que j'ai rencontré des professeurs passionnés aussi qui m'ont donné l'envie tout simplement de poursuivre et de continuer ma vocation. Super. Donc c'est ce qui est à l'origine de ta vocation dans la construction. Et c'est vrai que la construction, c'est quelque chose qui habite, hein. C'est quelque chose de voir sortir de terre
des installations, des bâtiments, et de voir comment ça laisse une empreinte sur le territoire, avec les deux côtés, hein. Il y a une empreinte positive de lieu de vie, et puis il y a l'empreinte négative, c'est qu'on prend un territoire naturel, on le transforme, et pas toujours pour le meilleur. Donc après, tu as aussi développé cette conscience autour de, oui, mais comment on préserve aussi notre environnement autour de ça, Tout à et fait. on essaie de trouver cet équilibre entre Ouais. ce besoin de développer, ce besoin de lieux de vie, d'habitat, d'infrastructure, et ce besoin de préserver quand même nos espaces naturels et les espaces dans lesquels on vit. Tout à fait. Alors, il y a la préservation des espaces, mais aussi la préservation des ressources. Il y a quelque chose que j'ai compris très, très tôt dans le début de ma carrière, parce que de suite, en fait, je suis rentré dans un grand groupe français de construction. Je me suis spécialisé dans la réhabilitation, dans les grands projets de réhabilitation de bâtiments. J'ai pris conscience que construire neuf avait un impact énorme. Il faut savoir que 10% des gaz à effet de serre dans le monde sont liés à la fabrication du ciment et de l'acier. Oui, Il y en a qui me disent, bah, il suffirait de fabriquer du ciment avec des énergies vertes. On parle beaucoup de l'hydrogène en ce moment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le ciment, la particularité, c'est que c'est une réaction chimique qui libère majoritairement le CO2, hein. Quand on fabrique une oui. tonne de ciment, la réaction chimique libère une tonne de CO2 dans l'atmosphère. Et pour l'acier, c'est une tonne 8, donc c'est encore plus. Donc, on pourrait utiliser des process industriels relativement propres, mais la réaction chimique en elle-même, malheureusement, on ne peut pas aller contre les effets de la nature. Voilà. Donc Alors, ça, c'est un enjeu qui est énorme et ça s'est vraiment accéléré après la Deuxième Guerre mondiale, hein, puisque l'élément déclencheur du béton armé, de la généralisation du béton armé, c'est la Deuxième Guerre mondiale, puisque euh, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est complètement ravagée, particulièrement la France, hein. Donc on lance le plan de reconstruction de la France avec un objectif de 240 000 logements neufs par an. Et donc, on standardise, on industrialise nos méthodes de construction avec la généralisation du béton armé qui a un bas coût, qui ne demande pas forcément de main-d'œuvre extrêmement qualifiée. Et donc, bah, aujourd'hui, ça a conduit au monde que l'on connaît. Alors, malgré ah, tout, le béton est un matériau extraordinaire, hein, puisque ça nous permet, par exemple, de construire des tours d'une hauteur incroyable, hein. La Burj oui, Khalifa, par exemple, 824 mètres. Enfin, on dépasse, on repousse systématiquement les limites à mesure que l'on maîtrise de mieux en mieux ce matériau. Et c'est vraiment un matériau de construction de référence. Mais mais malheureusement, oui, il est extrêmement polluant. il est Voilà. extrêmement Et polluant. Alors, tu parlais de l'acier. Là, j'ai vu qu'il y a des projets de remplacer un certain nombre de la coque par de l'hydrogène. Mais enfin, bon, c'est comment on produit l'hydrogène. Donc, ça reporte un petit peu le problème aussi. Donc, il y a toujours cette problématique de consommation de ressources. Et la construction a tellement explosé au niveau mondial que même une ressource qui nous paraissait abondante comme le sable, qui est un truc qu'on ne s'imaginerait pas qu'on aurait des problèmes, et bien on se retrouve à avoir des difficultés à faire des approvisionnements de sable qui est une des matières premières de la construction essentielle dans les bétons, tout à fait. justement. Et voilà. Donc effectivement, il y a cette question de l'économie des ressources qui devient primordiale dans l'économie de la construction et l'impact environnemental. Et Et donc, tu c'est avais donc une... Oui, voilà, et c'est ça, en fait, qui, moi, m'a orienté plutôt vers la réhabilitation de bâtiments. Alors d'abord parce que j'ai toujours aimé la vieille pierre. Voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. J'ai toujours été fasciné par les grandes constructions comme les cathédrales, les pyramides. Enfin, c'est quelque chose qui, depuis gamin, ça m'a toujours passionné. Et surtout, ce qui me fascinait au plus haut point, c'était le mystère qui entourait ces constructions. C'est-à-dire comment nos anciens avaient fait pour réaliser de tels ouvrages. Et ce qui me fascinait encore plus, c'est que aujourd'hui, donc après mes études d'ingénieur, j'ai appris et j'ai compris que les réglementations dans la construction donnent des durabilités d'ouvrage pour 50 ans, hein. mm, Grossièrement, en fait, le béton armé, quand on le calcule pour une cinquantaine d'années. Et en face de nous, on avait par exemple des pyramides qui ont plus de 4 500 ans. On a des cathédrales qui ont plusieurs siècles et qui sont toujours debout et qui resteront certainement debout après on ait disparu de cette planète. Et donc, c'est ça qui me fascinait, ce rapport-là. Je me suis dit, finalement, on est vraiment, y compris dans la construction, avec une temporalité bien évidemment différente, mais on est aussi dans la société de consommation. C'est-à-dire oui, qu'on on produit du logement, on consomme du logement
Et en fait, pour faire tourner l'économie, on détruit du logement pour reconstruire du logement neuf et ainsi de suite. Et le cycle ne Mm. s'arrête jamais. Donc, on est aussi dans une société où on consomme du logement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai rapidement compris. Et c'est la raison pour laquelle bah, aujourd'hui je milite pour ça, je milite pour préserver le patrimoine au lieu de détruire systématiquement quelque chose qui existe. Bah, essayons de voir comment on peut préserver, comment on peut réhabiliter, comment on peut transmettre, comment on peut... Et nos anciens d'ailleurs, par exemple, dans nos villages français ou même dans les grands centres-villes Mm. urbains comme à Paris, avaient cette culture déjà de la rénovation. Hein, on a l'impression que c'est quelque chose qui est de fait aujourd'hui. On dit, bon, on va récupérer le patrimoine, on va le réhabiliter, mais nos anciens avaient l'habitude de recycler les choses. Donc, quand ils construisaient, ils construisaient pour durer. Et ensuite, ils faisaient évoluer le bien sur plusieurs générations. De génération en génération, il se passait le bien et ils modifiaient comme ça les destinations et les utilisations des ouvrages. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment ou un événement qui a été fondateur par rapport à cette prise de conscience de ton côté? Ouais. Alors, enfin, un événement qui m'a fait prendre de la profondeur dans la prise de conscience. C'est-à-dire, j'avais, bah, on est pris dans notre quotidien comme tout le Mm. monde, hein, donc on exerce un métier, on sait que c'est la bonne voie et tout ça, mais souvent on ne prend pas le temps de se poser, de réfléchir avec profondeur sur nos actions, le pourquoi, quels sont les éléments fondateurs. Et moi, c'est arrivé alors en 2018. C'est d'ailleurs là où j'ai pris conscience qu'il fallait que je crée mon activité, que je crée mon entreprise, parce que j'étais salarié hein, jusqu'à cette date-là. Et en 2018, j'ai livré, rénové, dirigé les travaux du château Saint-Antoine à Marseille. Alors, pour la petite histoire, ce patrimoine a inspiré Marcel Pagnol lorsqu'il a écrit le château de ma mère. Donc, ça fait partie du patrimoine marseillais. Et sur la tour nord du château, il y avait écrit sans faiblesse. Il y avait le blason du commandant Drobien, qui était le Mm. propriétaire du château à l'époque. Et sur le blason du commandant Drobien, il y a écrit sans faiblesse ni vanité. Quand je suis arrivé, en fait, il y a un architecte ami qui m'appelle et qui me dit écoute, va voir ce château, le maître d'ouvrage veut le rénover. Et malheureusement, il est dans un état de décrépitude totale. Et très sincèrement, je ne sais même pas s'il supportera les travaux. Donc, va voir et dis-moi ce que tu en penses et dis-moi si on peut faire quelque chose. Donc, l'idée à la base, c'était même de le raser, de le détruire pour recréer Ah oui, alors un monument commémoratif à côté d'un bâtiment neuf. Donc, je suis allé là-bas et très sincèrement, on ne pouvait même pas rentrer à l'intérieur de la bâtisse tellement c'était en ruine. Hein. Il y avait vraiment des morceaux de charpente qui menaçaient de s'effondrer, des planchers qui avaient été détruits. Dans les années 90, ce château avait servi de site d'entraînement pour le GIGN. Donc, ils étaient rentrés à d'accord. l'intérieur, ils avaient lancé des grenades. Enfin, bon, c'était vraiment un état de ruine total. Et en faisant le tour du château, je suis tombé sur ce blason. Le blason, il y avait écrit sans faiblesse ni vanité. Et là, je me suis dit quand même, euh, c'est un patrimoine matériel, mais il y a quelque chose d'immatériel dedans. C'est-à-dire on est dans la transmission d'un savoir, d'une histoire, d'un quelque chose qui ne se mesure pas. Et bon, j'ai appelé, j'ai appelé l'architecte de l'époque et je lui ai dit, écoute, je ne sais pas encore comment, mais je pense qu'on va y arriver. Et j'ai dit, écoute, surtout, on fait un projet autour de ce château, on va le réhabiliter, on va le rénover, on va faire ce qu'il faut. Et donc là, par une aventure incroyable pendant 16 mois, avec le maître d'ouvrage, avec l'architecte, il a fallu qu'on se batte aussi contre les idées reçues. Beaucoup disaient, mais le château ne survivra pas aux travaux, il va Mm. s'effondrer, il va y avoir des morts, vous allez être responsable de morts d'ouvriers, et ainsi de suite. Enfin bref, ça a été vraiment des moments extrêmement difficiles pour défendre en fait cette idée Et qu'on le pouvait projet. rénover et réhabiter ce château. Et puis finalement, on y est arrivé. Et le jour de la réception, euh, il y a eu donc l'inauguration et la réception en même temps. Et ce jour-là, donc le maître d'ouvrage avait invité bah, les politiques, avait invité le maire de Marseille, avait invité toutes les familles des ouvriers, tous les ouvriers. On était plus de 500 le jour de l'inauguration. Et j'ai vu une femme, une dame, qui était de la famille de Marcel Pagnol, hein, présidente d'une association, et qui, en arrivant sur le site, elle n'avait pas vu le site, puisqu'elle n'habitait pas dans la région, Mm. entre le moment où on l'a rénové, le moment où il a été, enfin le moment où il était en ruine et le moment où on l'avait rénové. Et quand elle est arrivée, j'ai vu sur son visage des larmes. Voilà. Et j'en suis encore ému quand j'en parle parce que je me dis, Mm.
c'est pour ça que je fais ce métier. Mmh. Je fais vraiment, il y a un moment où on est accaparé par le projet, on rénove, on est dedans, il y a une espèce de dureté aussi dans les relations. C'est des métiers qui sont extrêmement difficiles, durs. On a des challenges souvent techniques, et là, c'était le cas. Mais quand on arrive au bout, finalement, on transmet, on passe le relais, et il y a des choses magiques qui se passent parce qu'on crée de l'émotion. Et c'est vraiment là où j'ai compris avec profondeur l'importance de préserver notre patrimoine, l'importance de le transmettre. C'est là où j'ai compris qu'on crée des ponts entre les Mmh. générations. Euh, et je pense que pour savoir où on va, on doit savoir d'où on vient, hein, contrairement à la culture woke qui a tendance à vouloir vraiment faire table rase du passé et reconstruire sur un champ de ruines. Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'au contraire, c'est quand on regarde dans le rétroviseur et quand on sait d'où l'on vient, qu'on arrive à poser les pierres de ce que l'on va faire demain. Voilà. Et c'est là où j'ai vraiment compris le fondement, et j'ai compris aussi que c'était ma mission de vie. Alors, je l'ai compris peut-être tard, mais c'est vrai que dans le bâtiment, on a besoin de créer des expériences. C'est des métiers qui sont sur des temps longs, hein, contrairement aux startups Oui, dans l'informatique et ainsi de suite. Bon, on est sur du temps extrêmement long. Et donc, il faut vivre des choses, il faut vivre des chantiers pour vraiment se créer ces expériences-là. Et je suis arrivé à ce moment-là où ça a vraiment été un tournant dans ma carrière. Et à ce moment-là, j'ai dit, je vais maintenant créer une entreprise pour mettre à disposition mon savoir-faire au maître d'ouvrage, au plus grand, pour continuer à militer, pour créer mon univers, pour que toute mon activité professionnelle soit orientée autour de ma mission. Parce que le problème, c'est que quand on est salarié, finalement, on travaille pour le rêve de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est là où j'ai pris cette conscience. C'était vraiment un point, je pense que ça a marqué non seulement ma carrière, mais je m'en rappellerai jusqu'à temps que je disparaisse de cette planète. bah Voilà. bien. Bah, j'ai entendu qu'il y a eu un certain nombre de difficultés pour mener à bien ce projet. Tu disais il a fallu convaincre. Et alors comment on peut convaincre que c'est possible quand la plupart des gens disent mais non, on va raser, c'est plus simple. Qu'est-ce qu'il a fallu mettre Alors, en œuvre pour ça? pour convaincre, il faut d'abord, pour arriver à convaincre les autres, il faut d'abord se convaincre soi-même. Et c'est vrai que Oui, quand on est devant un challenge qui est... Alors, moi, je parle de technique, mais je parle plus généralement dans une entreprise, hein, quelle que soit l'activité de l'entreprise, quand il y a quelque chose euh, qui, qui, qui est impossible, qui paraît impossible, moi, c'est un mot que je déteste, hein, d'ailleurs, impossible, c'est quand on me dit impossible, ça déclenche en moi une énergie. Ça a toujours été le cas en fait. J'ai toujours voulu prouver que impossible, ça n'existait pas avec moi. Voilà, donc je mets toujours beaucoup d'énergie. Mais quand majoritairement les gens disent c'est impossible, ça va pas marcher, il faut développer, je pense, le piédestal de tout ça, c'est la vision. C'est-à-dire si nous-mêmes, on n'a pas une vision précise de comment on va relever ce challenge, ben, on ne peut pas convaincre les autres. Et quand je dis développer une vision, c'est pas y penser pendant 10 minutes. C'est vraiment rentrer en profondeur, réfléchir. Moi, par exemple, j'ai ce type d'ouvrage, je crée des cinématiques sur papier, dessinées à la main, comme fait un cinéaste, en fait, hein. Je dessine étape par étape. Je fais des croquis pour vraiment dérouler comment dire, le script, hein, l'histoire le future script du de... lieu. Exactement. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me dit, ah ben, ok, je vais faire ça, mais comment je vais le faire? Et donc, je me pose toujours le comment, le comment, le comment, et je développe progressivement cette vision. Alors, ça peut me prendre un jour, ça peut me prendre 2 jours, ça peut me prendre 3 jours, enfin, peu importe, ça m'oblige à appeler les gens, ça m'oblige à appeler d'autres partenaires pour dire, bon, ben voilà, j'ai ce challenge-là, comment, qu'est-ce que tu en penses et tout ça et tout. Donc, à faire appel au savoir-faire des autres et vraiment développer une vision. Et c'est que quand on a une vision précise, que l'on peut arriver à convaincre les autres. Parce que c'est tellement précis pour nous que ça devient une évidence. Voilà. Je ne sais pas si Très j'ai bien. répondu à la question, Si, mais si, 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 si. Convaincre nécessite d'être convaincu et de savoir aussi l'exprimer. Donc raconter ouais. l'histoire que tu veux mettre en œuvre, hein. C'est voilà. Est-ce que dans tout ça, il y a vraiment un enseignement que tu aimerais partager pour nos auditeurs, quelque chose qui te dit ça, j'aimerais vraiment que les gens retiennent ça. Bah, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que
quand on a, alors déjà, il faut vivre avec passion, hein. Je pense que si on vit pas avec passion, quel que soit le métier, hein, qu'on soit entrepreneur, manager, si on n'aime pas ce que l'on fait, bah, je vois pas comment on peut développer une énergie folle parce qu'en fait, on travaille pas pour payer des factures, on travaille pour contribuer, hein, contribuer quelque part. On a chacun une place à trouver dans cette humanité et c'est notre mission, c'est notre contribution qui fait que ben, on pose une pierre après l'autre, un petit peu comme quand on construit un château, justement. Et donc, c'est toutes ces petites pierres qui se mettent dans l'édifice et qui font qu'on construit, on construit l'humanité. Alors, je suis très orienté vers la construction, hein, donc j'ai aussi cet enseignement-là, mais vraiment, je pense que euh, l'enseignement que j'aimerais, enfin, la chose que j'aimerais transmettre, c'est on ne peut réussir dans son métier que si on est animé par une passion, si on est animé par une mission. Et je pense que la première des choses que notre devoir, en fait, d'être humain, c'est de trouver notre mission de vie, hein, ce pourquoi on est fait. Et après, une fois qu'on a trouvé, bah, finalement, tout reste. Je dis pas que c'est facile, mais ça vient naturellement. Voilà, on mène des Oui. combats sans réellement. On mène plus des combats contre soi-même. On mène des combats pour réussir nos objectifs et accomplir notre mission. Et ça pose la question d'ailleurs de comment on fait pour trouver sa mission de vie. C'est pas toujours évident. Tu l'as dit toi-même, hein, c'est venu récemment dans un parcours. Donc ça demande peut-être d'accumuler des expériences, de se prendre des pans dans Ouais. la figure, de se tromper de voie à un moment, d'en prendre une autre, Mm. d'avoir cette souplesse et de transmettre qu'on est dans une période où il faut pouvoir changer et se réorienter. Alors pas forcément sur le métier qu'on a choisi, mais sur la manière de l'exercer, comme tu viens de nous le raconter si justement. Merci Et il est beaucoup, jamais trop Guillaume. tard. Et il Et est il n'est jamais jamais trop trop tard. tard. Il n'est Il jamais est trop jamais tard. trop tard. Voilà, il faut Tout jamais désespérer de dire c'est pas parce qu'on a 40 ans ou 50 ans qu'on se dit ah, ça y est, c'est fini pour moi. Ben non, au contraire, c'est toutes les expériences que l'on a vécues qui nous conduisent à ce point de convergence où on est maintenant, précisément, dans le présent et où on peut agir. merci beaucoup Merci pour Thibaut. cet enseignement, Guillaume. Et puis à très bientôt. Et j'invite naturellement les auditeurs à aller regarder ce que tu fais, à aller regarder la très belle réalisation du château Saint-Antoine, hein. Tu m'avais effectivement montré un certain nombre de photos et à passer voir ce beau monument si vous êtes dans la région, parce que c'est une très très belle réussite. Merci Guillaume. Merci Thibaut, merci à tous. Guillaume apporte un éclairage essentiel sur ce que cela implique de convaincre les autres du bien fondé d'un projet. Non seulement il s'agit d'être soi-même convaincu, mais il faut disposer d'une vision, pouvoir raconter, dans son cas, l'histoire future du lieu. En tant que manager, il est donc essentiel de construire sa vision, d'écrire le script de l'histoire dans laquelle nous souhaitons embarquer nos collaborateurs. Pour construire votre projet, votre vision, je vous invite à découvrir sur le site d'IOTL, www.ayotl.fr, le livre L'entreprise en mode projet. La feuille de route qui l'accompagne vous est offerte. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons sur cette thématique en regardant comment rassembler autour d'un projet complexe les différents acteurs et les différentes fonctions. À bientôt sur Scène de Management.